ça s'appelle les nuits de l'incertitude, c'est aussi sans doute parce qu'il y a toujours une part d'imprévu dans ces soirées. Je me souviens de cette nuit du vent où on se demandait si on arriverait à établir la connexion avec le voilier Tara, ou de cette nuit de la chauve-souris où on se demandait si une chauve-souris passerait et serait repérée par les capteurs. Il y en a une qu'on a réussi à repérer effectivement pendant la soirée. Le clou, c'était cette nuit du nuage où la pluie est venue s'inviter à verse, en particulier sur votre serviteur, qui ne s'est pas démonté pour autant. Ce soir, nos héros, ce seront les arbres. Des habitants importants aussi de la Fondation Cartier. Dans le catalogue, vous verrez qu'on a repéré pour vous, qu'ont été repérés pour vous 24 des habitants les plus singuliers, les plus intéressants, les plus remarquables de ce jardin. Dans le désordre, il y a un cèdre du Liban, un pin sylvestre, un marronnier d'Inde, un chêne chevelu, un chêne pédonculé, un tilleul à petites feuilles, un robinet faux acacia, un ptérocarrière du Caucase, un bouleau verruqueux, un amélanchier du Canada, un sophora du Japon, un érable pyramidal, et ainsi de suite. Les arbres, on en parle pour toutes sortes de raisons. On en parle pour le lien qu'on peut avoir avec eux, pour la fraîcheur qu'ils peuvent nous apporter, pour toute la faune qu'ils abritent, pour leur géométrie, pour leur architecture, pour leur infinité de motifs, pour ce qu'ils représentent par rapport à notre mémoire, pour le passé, pour l'avenir. On en parle dans toutes sortes de contextes. Et bien sûr, ce sont des compagnons indispensables, extrêmement fidèles de l'humanité dans toutes sortes d'usages. Et ce soir, on va entendre, pour nous parler d'arbres, des spécialistes de disciplines fort variées. J'aurais pu vous parler bien sûr des arbres au sens mathématique du terme, tout un pan de la mathématique, mais aujourd'hui, je vais m'éclipser sans problème pour laisser place à un magnifique panel de spécialistes de géographie, d'arbres en général, de littérature, des arts, des sciences, de la philosophie. Ça s'achèvera par une orgie dans laquelle les arbres, oui, et leurs habitants, oui, chers amis, on les sacrifiera, on les mangera, comme il se doit. Pour ouvrir le bal, parce qu'il y aura aussi des petits textes en interlude, on va commencer avec Jean Giono. Comme il s'agit de planter des graines ici à la Fondation Cartier comme ailleurs, un petit extrait de ce très beau texte, L'homme qui plantait des arbres, de Jean Giono. Arrivé à l'endroit où il désirait aller, il se mit à planter sa tringle de fer dans la terre. Il faisait ainsi un trou dans lequel il mettait un gland, puis il rebouchait le trou. Il plantait des chênes. Je lui demandai si la terre lui appartenait, il me répondit que non. Savait-il à qui elle était? Il ne le savait pas. Il supposait que c'était une terre communale, ou peut-être était-elle la propriété de gens qui ne s'en souciaient pas. Lui ne se souciait pas de connaître les propriétaires. Il planta ainsi ses 100 glands avec un soin extrême. Après le repas de midi, il recommença à trier sa semence. Je mis, je crois, assez d'insistance dans mes questions puisqu'il y répondit. Depuis 3 ans, il plantait des arbres dans cette solitude. Il en avait planté 100 000. Sur les 100 000, 20 000 étaient sortis. Sur ces 20 000, il comptait encore en perdre la moitié du fait des rongeurs, de tout ce qu'il y a d'impossible à prévoir dans les desseins de la Providence. Restaient 10 000 chênes qui allaient pousser dans cet endroit où il n'y avait rien auparavant. C'est à ce moment-là que je me souciais de l'âge de cet homme. Il avait visiblement plus de 50 ans, 55 ans, dit-il. Il s'appelait Elzéar Mouffier. Il avait possédé une ferme dans les plaines et avait réalisé sa vie, avait perdu son fils unique, puis sa femme. S'était retiré dans la solitude où il prenait plaisir à vivre lentement avec ses brebis et son chien. Il avait jugé que ce pays mourrait par manque d'arbres. Il ajouta que, n'ayant pas d'occupation très importante, il avait résolu de remédier à cet état de choses. Mes chers amis, planter des arbres, évidemment, planter des graines, on peut le voir au sens propre, au sens métaphorique. Et on va commencer cette soirée avec un couple qui a planté tant et tant de graines durant les dernières décennies,
J'appelle pour me rejoindre. Je ne fais pas d'ordre, mais c'est bien ça. J'appelle pour me rejoindre Raymond Depardon et Claudine Nougaret. Raymond et Claudine, des grands habitués de la Fondation Cartier pour l'art contemporain. Je les connais depuis exactement, qui se sont mis en tête de me tirer le portrait comme un autre mathématicien, il y a un certain nombre d'années de cela, pour une exposition originale comme la Fondation Cartier s'étant programmée. Je me souviens très bien tout le grand bazar qu'ils ont mis dans mon bureau à l'Institut Poincaré. Tout ça pour 4 minutes de film. 5 me dit Claudine. Voilà. Qui après faisait partie de ce programme et qui ont fait partie aussi de ce qu'ils ont appelé, de ce qu'ils ont compilé sous le titre Au bonheur des maths. Après ce travail, Raymond avait dit, ça fait tant et tant de temps que je photographie et que je filme des populations à qui il faut donner la parole. Les paysans, les Indiens, des gens au tribunal, des gens au Sahara, des hommes politiques. Et c'est la première fois que je filme des mathématiciens. Eux aussi, il faut leur donner la parole. Et contrairement à d'autres, ils ont l'air heureux. C'était ça qu'ils nous avaient dit. Alors, après avoir photographié tant de monde et tant de populations à qui il faut donner la parole, ils se sont mis en tête de donner la parole à des êtres qui n'en ont pas naturellement, les arbres. Et c'est ainsi ce recueil, ce nouveau travail, Mon arbre, c'est bien ça le titre, qui va nous être présenté aujourd'hui. Alors, Raymond, Claudine, on a ici des photos de ces arbres que vous êtes allés chercher. Comment vous les avez trouvés, vos arbres? D'abord, bonjour. D'abord, on a commencé par écouter Comme un arbre dans la ville de Maxime Le Forestier. Ça a été notre chanson qui nous a accompagnés. On l'a mis dans la bande originale, n'est-ce pas, au fait, ce soir, pour vous l'aviez dit dans la petite liste, bien sûr. Et on est parti sur des listes d'arbres remarquables. Et on est allé à la rencontre des personnes qui vivaient à côté des arbres remarquables. Et puis on s'est dit, bon, mais finalement, il n'y a pas que des arbres remarquables, il y a aussi des gens qui vivent avec des arbres communs. C'est peut-être aussi intéressant de leur donner la parole. C'est vrai que, puisqu'on a filmé M. Francis Allais à Montpellier, c'était plus simple pour nous de rester dans le Languedoc, parce qu'effectivement, on aurait pu faire toute la France, on aurait pu mettre un an pour filmer tout ça, parce que je pense que, au fur et à mesure qu'on filmait les gens, ils étaient volontaires, ils étaient formidables. Enfin, je veux dire, j'avais jamais vu ça de ma vie, et autant les mathématiciens n'étaient pas non plus très reverches, mais là, j'ai trouvé des gens vraiment, et j'étais un peu surpris en disant, est-ce que je peux vous filmer? Mais bien sûr. Et puis surtout, c'est que chacun avait l'impression d'avoir son arbre. Son arbre, oui, et puis on était assez contents de voir des gens qui n'étaient pas contents des arbres, parce que finalement, ils vivent à côté, ils les aiment, et ils font partie de leur vie. Et moi, je trouve que ce travail m'a permis de réaliser à quel point je connaissais beaucoup de choses sur les arbres depuis que je suis née. Et j'ai compris que nous tous, on connaissait beaucoup de choses sur les arbres, et que de notre petite enfance à la maternelle, quand on joue avec des feuilles, avec des tiges, et on a une conscience de l'arbre qui est très très forte et qu'on ne formule pas forcément. Aussi, bien sûr, parce que j'ai eu la chance de vivre dans une ferme, et effectivement, avec les animaux, ça fait partie, tout de suite, on parle de ça tout le temps. D'abord, on reconnaît les arbres quand même. Je parle d'une manière instinctive. Et même si on ne connaît pas tous les modèles, tous les types, bien sûr, mais ça fait partie. Et puis, ça nous donne les saisons, c'est formidable. Enfin, je trouve que c'est effectivement... Et c'est vrai qu'à notre grande surprise, on a filmé une dizaine de personnes. On les a toutes montées parce qu'on s'est dit, après tout, voilà, il faut donner... Alors, ça va du passant au restaurateur, ça va du
passionnés, des gens, des jeunes femmes, des jeunes filles, un peu tout, et jusqu'aux cultivateurs, parce qu'on est monté un petit peu aussi. Hervé m'avait dit, mais j'espère que tu vas aller voir tes amis dans les Cévennes, donc voilà, qui ont un rapport, des agriculteurs qui ont un rapport un peu, non pas différent, mais un rapport voilà, avec les arbres. En fait, je ne savais pas du tout ce qu'ils allaient nous répondre, quoi. Ils avaient 10 minutes, comme quand on a filmé. Voilà. Et c'était toujours un peu en distance et leur laisser voilà, pas de questions et puis leur laisser bien les écouter. Les filmer le mieux possible et je pense voilà, filmer l'être humain. Et c'est vrai qu'on a été surpris, par exemple, sur les 7-8 personnes qui sont dans le montage, il y en a 2 qui parlent de dépression, de burn-out, et que les arbres les ont guéris. Voilà. Il y a plusieurs personnes comme ça, bien sûr, qui se plaignent un peu des feuilles qu'il faut ramasser, mais je pense que c'était. Mais à la fois, ils ont une grande tendresse, quoi. Et puis ça va aussi jusqu'au restaurateur qui fait vivre tout le village de Saint-Guilherme-le-Désert, ce chêne, ce platane. Là, et au fond, finalement, il a des fonctions économie qui nous surprennent. C'est pas du tout par la vente du bois, mais c'est par sa présence. Voilà, il y a des millions de gens, peut-être plusieurs centaines dans tous les cas, notamment beaucoup de gens qui viennent de l'étranger, qui vont voir le monastère de Saint-Guilherme-le-Désert, et il y a ce platane qui est devant. Voilà. Comment vous avez fait pour repérer vos arbres, vos sujets? On est parti des arbres remarquables en France. Donc, dans chaque région, il y a des associations qui ont répertorié les arbres remarquables. Et on a travaillé d'abord sur photo, et puis après on a fait 3 fois le tour de France avant de revenir avec une caméra. Quand on a eu des points de rendez-vous avec quelques personnes, mais on est arrivé chez certaines personnes qui finalement nous ont dit, une fois que la caméra était là, ah mais moi je connais des gens qui sont bien plus intéressants que moi, vous devriez aller les voir. Donc de fil en aiguille, je voudrais juste dire une chose, remercier la Fondation Cartier, parce que techniquement cette installation est particulière. C'est la première fois qu'on fait une installation en lumière du jour au milieu des arbres et dans une pièce ouverte. D'habitude, nous on projette des films dans les salles de cinéma fermées, noires, avec les gens qui sont un peu captifs. Et on a fait le pari avec l'équipe technique de la Fondation, que je voudrais remercier, de pouvoir vous montrer le film au milieu des autres œuvres, des autres artistes. Et je crois que le pari technique est réussi. Et il n'était pas facile. C'est vrai que le choix, je voudrais remercier aussi, c'est Simon Depardon, mon fils, qui a été repéré. Et c'est intéressant parce qu'il a 27 ans, quoi. Et je me suis dit, les jeunes comme ça, et peut-être qu'il n'aime pas trop les arbres, je sais pas, voilà, parce que est-ce que les arbres c'est un truc de vieux gâteux, et qu'on est un petit peu. Voilà. Et donc c'était intéressant, et il m'a ramené des photos, et il a trouvé des gens, et je me suis dit, ben, ils sont bien, ils sont intéressants, formidables. Et donc j'ai vu que c'est quelque chose qui est complètement, qui intéresse toutes les générations. C'est déjà pas mal. Est-ce qu'il y a une façon particulière pour photographier un arbre? À quoi il faut faire attention? Oui, et c'est vrai que depuis que je connaissais ce sujet qui allait être traité par Hervé et par la Fondation, j'ai vu beaucoup de livres de photos, mais c'est un peu très beau, très belles photos, dans toutes les langues, dans tous les pays, il y a des livres de photos. Et la force justement de cette exposition, c'est que là, il y a très peu de photos. Alors je dis d'autant plus que je suis photographe, j'ai plutôt tendance à défendre la photo, mais justement, Hervé a évité ce piège des photos. Et en fait, quand on regarde bien les livres photos, j'en ai acheté une dizaine comme ça pour regarder, pour m'imprégner un peu du sujet. Et en fait, c'est un peu... c'est pas très photogénique. C'est photogénique et à la fois pas tellement non plus, parce que on voit toujours les mêmes photos, et c'est un peu mort, voilà. Au sens de la photo. En fait, finalement, la photo est un peu arrête, il n'y a pas de mouvement, il n'y a rien, et c'est pas très intéressant. Donc en fait, la force, moi je l'ai fait des photos comme ça avec un Leica, on pourrait y passer des heures et des journées entières, bien sûr, mais moi c'était vraiment un carnet de notes. Et puis je me suis aperçu que j'avais fait quelques photos plutôt sympathiques, quoi, voilà. Mais
un peu, c'est toujours le piège de photographier la nature, et ça me vient un peu de ma culture de fils de paysan, qui fait que je me méfie un peu à la fois de la figer, de l'embellir dans quelque chose qu'elle n'est pas, la nature. Elle a des fonctions, il y a des saisons, voilà, et je vois que les gens, par exemple, on a fait ce film en avril, et je me suis aperçu que c'était très jaune, les images. Et on m'a dit, c'est trop jaune, je sais pas pourquoi. Un coloriste comme ça, belge, m'a dit, mais c'est trop jaune ton film. Et j'ai dit, mais c'est le début du printemps, la lumière est crue, je connais cette lumière, je l'ai fréquentée souvent, et quand j'ai fait les films sur les paysans, et je sais que voilà, c'est le début du printemps, elle est très jaune, elle est très basse comme température techniquement, elle est à 3000 degrés Kelvin. Les films sont faits beaucoup plus, pas du tout pour faire ça, puisque les films sont faits au nord de New York, ils sont étalonnés à nord de New York, dans le New Jersey, et donc c'est jaune. Ah oui, c'est jaune, mais c'est la France comme ça, est un peu jaune. C'était d'ailleurs une tendance à l'époque. Jaune. Alors, Je voudrais juste dire aussi que filmer les arbres, c'est enregistrer des oiseaux. Donc mettre 24 minutes d'oiseaux, c'était juste pas possible. Et il fallait doser, parce que les oiseaux, c'est formidable, mais au bout d'un moment, ça couvre la parole et ça prend toute la place. Donc, il fallait c'est aux ça. arbres qu'il fallait donner la parole. Voilà, il fallait donner la parole à ça. Au fur et à mesure, il y a eu donc les différents moments, différentes saisons. C'est quoi la meilleure saison, le meilleur moment de la journée, le meilleur éclairage que tu vas rechercher pour ton arbre? Non, mais il déteste le vert, Raymond. Oui, c'est vrai que le jaune et le vert, c'est beaucoup. Non mais il y a des arbres qui n'ont pas de feuilles là, dans le film, notamment un noyer, parce qu'au mois d'avril, dans les Cévennes, il n'y a pas encore d'arbres, il n'y a pas encore de feuilles. Donc ça arrive assez tard, finalement. J'avais déjà remarqué ça, que ça arrive à la période du festival de Cannes, c'est-à-dire mi-mai, la France est de nouveau, les arbres ont de nouveau des feuilles à peu près nord au sud. En fait, c'est assez tard, on croit toujours. J'ai fait du cinéma sur les arbres, je pense. Oui, c'est ça. Donc en fait, non, je pense que c'est important de voir le tronc, et ce que j'ai vu, parce que le tronc, c'est quand même quelque chose, il y a quelque chose, et donc il ne faut pas non plus que ça soit peut-être trop rempli de feuilles. Enfin, c'est mon avis comme ça en tant qu'esthète, parce que c'est vrai que c'est quelque chose de très photogénique, un arbre, mais à la fois, on s'est très vite aperçu qu'on ne pouvait pas aller dans les forêts. Sans doute, on aurait trouvé encore d'autres personnes qui s'occupent des forêts, mais dans une forêt, l'arbre, il n'est pas facile à photographier. Il ne se dégage pas, et donc effectivement, on a plutôt choisi des arbres qui étaient des solitaires, voilà, et avec plutôt une région effectivement qui chante un peu, ce qui est le sud-est, en l'occurrence on aurait pu faire ça ailleurs, mais bien sûr, mais qui aime, enfin voilà, on fait des fêtes sous les arbres, et ça me paraissait voilà, important qu'il y ait, bon, c'est d'abord une langue doc, une langue plutôt agréable à entendre. Parlé par les arbres. Voilà. Et puis c'est vrai qu'on voyait qu'on allait en répétition, on a été dans d'autres régions, mais on tournait un peu toujours autour du même principe, c'est-à-dire voilà, des visiteurs qui ont beaucoup de bonnes intentions, notamment les visiteurs qui sont là qui viennent près d'ici, puisque la vallée des Ougou, qui est un très d'abord zone de Des promeneurs. Oui, des promeneurs. Il y a beaucoup de gens qui viennent. C'est même peut-être un des plus beaux spectacles qu'il y a dans le sud de Paris, à côté de la maison de Chateaubriand. Non, mais c'est vraiment quelque chose. Bon, mais c'est vrai qu'on ne peut pas filmer pendant une heure des passants, des promeneurs et des visiteurs. Donc il nous fallait quand même quelque chose qui soit plus rustre,
devant les arbres parce qu'on ne les regardait pas. Il valait mieux que les gens regardent les arbres et que nous, on ait des plans vraiment contemplatifs sur les arbres. On ne pouvait pas les cacher par les gens. Les arbres ne permettaient pas qu'on mette des gens devant, en fait. Quel mot utilisé par ceux que vous avez rencontrés pour parler de leur arbre? Il y a cette phrase, on a tous un arbre dans notre cœur, que je trouve formidable. On a tous un arbre auquel on pense. Et je trouve qu'il résume bien notre travail sur la rencontre des gens avec les arbres. En fait, ce film, ça nous a fait du bien parce que comme on sortait de l'hôpital psychiatrique, je dois avouer, 12 jours nous avait un peu secoué, le film 12 jours. Et là, il y a énormément de tendresse, quoi. Je trouve qu'il y a beaucoup d'amour et de tendresse auprès de ces arbres. Et puis les gens volontaires, Mathilde par exemple, nous a appelés, à Restinglières près de Montpellier, elle nous a appelés en disant mais je voudrais vous parler, j'ai plein de choses à vous dire. Et ça c'est formidable de voir des jeunes générations qui nous parlent, ces relations avec l'arbre comme ça, et puis d'autres on a fait une espèce de panel parce qu'à un moment donné on s'est dit peut-être il faut aussi un peu d'avoir des gens un peu comme des zadistes, voilà, entre guillemets, des gens qui sont un peu en colère contre toute la société et qui a peut-être et donc on l'a trouvé comme ça, la ville qui est vraiment faite pour ça, l'Odève, qui est un peu en arrière-pays de Méditerranée, et c'est des gens formidables parce qu'en fait finalement ça les aide, tout le monde trouve quelque chose dans les arbres. Et voilà, c'était un beau sujet. Et j'aime beaucoup travailler pour la Fondation parce qu'on a à la fois une très grande liberté et à la fois, forcément, la liberté, ça se paye. Ça veut dire qu'il faut faire quelque chose de bien à chaque fois. Et les arbres, comme on sait, sont souvent associés à la liberté aussi. Alors, pour récapituler, beaucoup de cœur dans les arbres. Les arbres, c'est quelque chose dans lequel les gens mettent leur vie, trouvent une source de réconfort, de guérison, comme vous l'avez dit, de bonheur à l'occasion, l'énergie pour résister, toutes sortes de sentiments, d'émotions, quelque chose pour nous recharger. Merci beaucoup, Raymond, Claudine, pour ce témoignage.